Je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai vu une silhouette ramper au plafond. Quand j'avais environ 10 à 12 ans, je passais un week-end au campement de mes grands-parents dans les Adirondacks. Je partageais une chambre avec mon petit frère et un matin, en me réveillant, j'ai regardé par la fenêtre, juste derrière la tête de lit. Le camp était situé au bord de la forêt, au bout d'un sentier qui menait vers une partie plus profonde et moins fréquentée des bois. À une trentaine ou soixantaine de mètres de là, j'ai vu un groupe de dindons se promenant sur le sol forestier. Comme j'avais l'habitude d'aller chasser avec mon père, je savais exactement à quoi ressemblent les dindons dans les bois et j'avais une bonne idée de leur taille. Mais juste à côté d'eux, perché sur un tronc d'arbre tombé, se tenait une créature qui ressemblait à un mélange entre un faucon et un dindon, mais avec une forme humanoïde. Elle mesurait probablement entre 1,80 m et 2,40 m et possédait une envergure énorme. Bien sûr, toutes ces estimations sont celles que je pouvais faire à l'époque, mais comme c'était juste à côté des dindons dont je connaissais parfaitement la taille, je savais que c'était beaucoup plus grand et à moitié humain dans son apparence. Je n'en ai jamais parlé à personne. Ce matin-là, je me suis juste levé et suis allé prendre mon petit déjeuner, encore trop stupéfait pour vraiment réaliser ce que je venais de voir. Et j'étais bien réveillé, puisque je l'ai observé pendant plusieurs minutes, immobile, en train de regarder les dindons se déplacer. Je suis carrément un aimant à histoire, c'est fou. Il y a celle où mes amis ont vu quelque chose avec mon visage qui les suivait dans les bois, pour finalement revenir à la maison 2 secondes plus tard et découvrir que j'étais sur le canapé tout le temps avec d'autres personnes. C'était comme si un double de moi les observait, ou pire, se cachait dans l'ombre, imitant chacun de mes mouvements mais sans eux le savoir. Quand ils sont revenus, ils étaient totalement paniqués, ne comprenant pas ce qu'il venait de se passer. C'est à ce moment-là qu'ils ont vu que j'étais là, tranquille sur le canapé, en train de discuter avec d'autres amis. Ce genre d'expérience te fait te demander si tout ce que tu vois est réel ou si tu perds un peu le contrôle sur ce qui t'entoure. Puis, il y a cette autre fois où quelque chose m'a fait un bruit à l'oreille. Je me souviens encore du frisson qui m'a traversé. C'était comme si un vent invisible s'était glissé près de moi, et je n'avais rien vu, rien entendu avant ce moment-là. Je me suis figé, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Et là, j'ai regardé mes 4 chats, assis bien droits, les yeux fixés sur le vide. Ils suivaient quelque chose du regard, comme si une présence invisible traversait le sol. Pendant 15 minutes, je les ai observés, moi aussi, attendant une réaction, mais il n'y en avait pas. Juste une étrange tranquillité et ce sentiment étrange que quelque chose se passait sous nos yeux, mais qu'on n'avait pas vraiment le droit de comprendre. C'était comme une invitation à plonger dans un monde parallèle que l'on ne peut pas voir, mais qu'on sait que d'autres y existent. Ensuite, il y a eu ce fameux moment où j'ai décidé de jouer avec une planche Ouija, malgré les avertissements de ma mère. Elle m'a raconté, avec ma tante, qu'elles avaient eu une expérience très troublante dans le passé, mais rien n'a pu me décourager. Après tout, c'est juste un jeu, non ? La planche a commencé à bouger toute seule, et les réponses qu'on recevait étaient bizarres, incompréhensibles. Tout à coup, des ombres noires sont apparues dans le placard. Elles ne bougeaient pas, elles me fixaient. Je les voyais distinctement, mais personne d'autre ne semblait les voir. C'était comme si la pièce était devenue un portail vers une autre réalité où ces silhouettes, sans forme, étaient piégées dans l'ombre. Quand j'ai essayé de m'éloigner, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, comme si quelque chose de plus grand, de plus menaçant se cachait juste à côté. Enfin, il y a cette nuit-là, avec mes amis, où nous avons vu un ovni en plein milieu de Knoxville, en Virginie. Nous étions en train de dormir dehors lors d'un camping, et tout à coup, une lumière brillante a traversé le ciel, comme un objet qui se déplaçait à une vitesse incroyable. C'était presque hypnotisant. On s'est tous levés en même temps, en train de chercher à comprendre ce que c'était, mais il n'y avait pas de bruit, pas de mouvement dans l'air. Juste cette lumière qui filait à travers le ciel étoilé. Pour certains d'entre nous, c'était peut-être une vision d'un autre monde, mais pour d'autres, c'était juste un mystère qui ne trouverait jamais d'explication. Je vis dans le nord du Canada,
là où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. C'est une petite ville entourée de nature sauvage, la prochaine ville est à 18 heures de route. Quelques jours avant que tout ça arrive, j'étais obsédé par des histoires de skinwalker. J'avais passé 2 jours à lire presque exclusivement là-dessus, c'était comme si quelque chose m'attirait vers ces récits. Un jour l'été dernier, mon copain et moi avons décidé de partir en voiture pour aller fumer près d'un lac. C'était à environ 30 minutes en dehors des limites de la ville, et pour y arriver, il fallait emprunter une longue route de terre sinueuse que je n'avais jamais prise auparavant. À mi-chemin, une odeur de viande pourrie est soudainement entrée dans le camion, même si toutes les fenêtres étaient fermées. Il n'y avait pas de cabine dans les environs, le lac n'était qu'un petit embarcadère, donc il n'y avait absolument personne autour de nous. C'était une odeur incroyablement forte et dégoûtante, comme si quelque chose était en train de pourrir à quelques mètres de nous. J'ai commencé à paniquer, et j'ai immédiatement fait demi-tour, décidant de quitter cet endroit. À peine 10 minutes plus tard, l'odeur a disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. C'était presque irréel, comme si elle n'avait jamais existé. Je ne veux pas m'attarder sur ce qui s'est passé ensuite, car ça me hante encore, mais sur le chemin du retour, nous avons vu de nombreux renards qui nous fixaient intensément alors qu'on passait avec la voiture. Quelques semaines après cet incident, mes nuits ont été envahies par des cauchemars de plus en plus intenses. Je n'arrivais même pas à décrire l'intensité de ce que je vivais. Chaque nuit, je rêvais d'une ombre noire, ou d'une entité qui veillait sur moi. Puis, je me retrouvais soit retourné à l'envers, soit soulevé vers le plafond. Chaque nuit, c'était la même chose. J'ai commencé à éviter le sommeil, je ne voulais plus dormir seul, ni même être seul. Une présence sombre semblait constamment rôder autour de moi, puis disparaissait aussi soudainement. C'était comme une tension invisible dans l'air, une menace constante. Cela a duré des mois. Mes parents ont commencé à prier pour moi, ma famille a aussi commencé à prier. Et chaque nuit, je me suis mise à prier, espérant que cela finirait par s'arrêter. Finalement, cela a cessé, autour du début du mois de décembre. Depuis, je n'ai plus eu de cauchemar ni de paralysie du sommeil. Mais l'angoisse que cela m'a laissée, cette sensation que quelque chose pouvait toujours m'observer, me poursuit encore, même si tout semble être revenu à la normale. Je ne crois pas aux fantômes ou à ce genre de choses, mais il m'est arrivé quelque chose d'étrange plus tôt cette semaine. Je travaille dans un hôpital où, soi-disant, il y a des fantômes partout. C'est ce que me dit toujours le personnel de nettoyage. Ils disent que c'est surtout dans le sous-sol qu'ils se manifestent. Une femme, qui a été renvoyée il y a quelques mois, disait toujours qu'une ombre la suivait dans le sous-sol. Cette semaine, je suis descendu dans le sous-sol pour aller dans la salle de blanchisserie chercher du linge. Alors que je déverrouillais la porte, qui a un code d'accès, j'ai entendu ce qui ressemblait à une fille en train de parler. Je pensais que c'était la responsable des services environnementaux qui parlait à travers l'interphone que nous portons, mais personne n'était là. Quand j'ai ouvert la porte, je n'ai plus entendu la voix, mais j'ai cru entendre des pas. Je suis allé à l'arrière, mais il n'y avait rien. Et pour sortir, la personne aurait dû soit passer devant moi en sortant par la porte principale, soit sortir par la porte arrière. Mais pour sortir par cette porte, il faut passer sur une station de pesée métallique qui fait un bruit très fort, et j'aurais entendu ça. Pourtant, il n'y avait rien. C'était comme si la personne avait disparu dans l'air. Je n'ai pas su quoi penser. Je n'ai jamais entendu parler d'une présence dans cette partie de l'hôpital, mais ce moment m'a donné des frissons. Quand j'habitais dans cet immeuble pendant ma période à l'école primaire, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. C'était un bâtiment assez vieux, avec des murs épais et un grand espace commun où les voisins se retrouvaient souvent. Mais il y avait une partie de cet immeuble qui m'a toujours paru un peu étrange, la petite cour intérieure. Elle était recouverte de dalles, entourée de vieux arbustes et de grilles métalliques, et même en journée, il y avait quelque chose de sombre, presque secret, qui flottait dans l'air. Je n'arrivais jamais à mettre le doigt dessus, mais il y avait une atmosphère particulière, surtout la nuit. Un soir,
vers la fin de ma 4e année, je me suis retrouvé à essayer de m'endormir dans ma chambre, comme tous les autres soirs. J'étais allongé sur mon lit, entouré de jouets et de livres, mais ce soir-là, quelque chose m'empêchait de trouver le sommeil. Je me suis retourné dans mon lit, sans vraiment y penser, et j'ai roulé sur une figurine d'action que mon petit frère avait laissée là. C'était une de ces figurines que les enfants laissent traîner partout, sans jamais vraiment y prêter attention. Je me suis levé pour la ranger, un peu agacé, mais en le faisant, j'ai involontairement levé les yeux et regardé dehors par la fenêtre. C'était cette fenêtre qui, la plupart du temps, m'offrait une vue paisible sur la cour intérieure. Ce soir-là, c'était comme si tout était parfaitement silencieux, à part le léger bruit des feuilles qui frémissaient dans le vent. Et là, je l'ai vu. Un homme. Il était seul, debout, immobile, comme s'il observait quelque chose dans la cour, mais il n'y avait personne d'autre. Je l'ai regardé un instant, cherchant une explication rationnelle, mais je n'en trouvais aucune. Il n'y avait pas de lumière particulière qui aurait pu expliquer sa présence. Pas de véhicule, pas de bruit de pas, rien. C'était comme si cet homme faisait simplement partie du décor, sans raison, sans but. Un instant, j'ai pensé que c'était peut-être un voisin en train de se promener, mais il était bien trop tard pour cela. Puis, ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est qu'il a fait un pas, comme s'il allait se déplacer, et en une fraction de seconde, il a disparu. Il ne s'est pas simplement éloigné, il n'a pas marché derrière quelque chose ou s'est glissé dans l'ombre. Non, il a simplement disparu. Il n'y avait plus de silhouette, plus de forme, rien. Comme s'il s'était dissous dans l'air, devenant partie intégrante de la nuit elle-même. C'était si soudain, si irréel, que je n'ai même pas eu le temps de réagir. C'était comme si tout autour de moi s'était figé pendant un instant, et même l'air semblait s'être épaissi. Je suis resté là, figé, pendant quelques minutes, mes yeux fixant l'endroit exact où l'homme avait disparu. J'essayais de comprendre ce que j'avais vu, mais rien ne venait. Mon esprit refusait d'accepter ce qui venait de se passer. Je me suis dit que peut-être c'était un jeu de lumière, ou une illusion d'optique. Mais ça n'expliquait pas le fait que je sois à peine à quelques mètres de cette cour et que, à part l'ombre d'un homme, rien n'avait bougé. J'avais toujours eu ce petit doute, cette sensation étrange dans cet immeuble, mais ce soir-là, ce doute est devenu une certitude. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Je suis retourné me coucher, mais je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Je pensais sans cesse à cet homme qui s'était évaporé. Même après tout ce temps, je n'ai jamais vraiment trouvé d'explication. J'en ai parlé à mes parents, mais ils ont simplement ri en disant que c'était sûrement un rêve ou que j'avais trop regardé de films. Mais je savais ce que j'avais vu. Et, chaque fois que je repense à cette nuit-là, une étrange sensation me traverse, comme si cette vision m'avait ouvert une porte sur quelque chose que je n'étais pas censé voir. Quelque chose d'autre, d'invisible, qui se cache juste en dehors de notre portée. Quand j'avais 14 ans, j'ai accepté un pari stupide lancé par mes cousins qui savaient parfaitement que les bois me terrorisaient. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis enfoncé sur le petit sentier, en essayant de me convaincre que ce n'était que quelques arbres et du silence. J'ai marché, estimant avoir fait à peu près une demi-heure de chemin, lorsque quelque chose m'a frappé. L'air semblait figé, aucun bruissement de feuilles, aucun chant d'oiseaux, rien. Cette absence de son me glaça le sang car j'avais souvent entendu dire que les proies ne se taisent que lorsqu'un prédateur rôde tout près. Puis je me suis rendu compte de la deuxième chose, bien plus inquiétante. Lorsque j'étais parti, le soleil se couchait encore à l'horizon, mais à présent la nuit était tombée, noire et profonde, comme si quelqu'un avait brusquement éteint la lumière. Mes mains se sont mises à trembler, et j'ai ressenti cette urgence instinctive de fuir. J'ai accéléré le pas, puis sans réfléchir je me suis mis à courir, me frayant un chemin entre les branches et les racines, persuadé que quelque chose me suivait. Par moments, j'avais l'impression que des ombres glissaient entre les arbres, mais je ne me retournais pas, de peur de voir ce qui pouvait être là. Quand j'ai enfin aperçu les lumières de la cabane à travers les arbres, j'étais essoufflé, couvert de sueur et les jambes en feu. En sortant du bois, j'ai remarqué une voiture de police garée devant la porte. Deux agents discutaient avec ma tante, l'air grave.
Mon cœur battait encore trop vite pour comprendre tout de suite ce qui se passait. Il était 8 heures du soir. Ce que je croyais être une marche de 30 minutes avait en réalité duré 4 heures entières. Ma famille m'avait cherché partout, appelant mon nom dans les bois, sans jamais obtenir de réponse. Pourtant, j'étais persuadé de n'avoir jamais entendu leur voix. Et le plus étrange, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait vu la moindre trace de ma présence sur le sentier que j'avais emprunté. Je vivais autrefois dans une très vieille ferme. Cette nuit-là, je dormais profondément, mais ma sœur s'est réveillée vers 3 heures du matin pour se préparer à aller travailler sur la ferme laitière de notre oncle, ce qui impliquait de commencer la journée très tôt. En passant devant ma chambre, elle m'a raconté plus tard avoir entendu un rire grave et inquiétant, un son profond qui résonnait comme s'il venait de l'intérieur même des murs. Elle savait que je dormais toujours dans un silence complet et que je n'étais pas du genre à écouter de la musique ou la radio pendant la nuit. Elle m'a reparlé de ce moment lorsque, quelques jours plus tard, je lui ai confié que je m'étais réveillé un matin avec le dos en sang, marqué par de longues griffures rouges et des bleus éparpillés sur mes jambes. Ce n'était pas la première fois que j'avais des marques étranges sur le corps, mais jusqu'alors elles n'avaient jamais saigné. Il m'arrivait aussi d'entendre des bruits de pas dans ma chambre alors que j'étais seul à la maison, ou de voir des objets tomber des étagères sans raison apparente. La maison, avec ses vieux murs et son toit en bois, produisait souvent des craquements et des bruits de grattement au plafond. Je m'étais toujours rassuré en pensant qu'il s'agissait simplement de souris ou de chauves-souris dans le grenier. Pourtant, cette explication ne collait pas avec certaines nuits étranges où je sentais presque une présence, comme si quelqu'un m'observait dans l'obscurité. J'avais souffert d'insomnie toute ma vie, me réveillant parfois plusieurs fois par nuit, souvent couvert de nouvelles marques mystérieuses. Mais tout a cessé du jour où nous avons quitté la ferme, il y a 5 ans. Plus de griffures, plus de bleus, plus d'insomnie. C'était comme si quelque chose, ou quelqu'un, était resté dans cette vieille maison lorsque nous sommes partis. J'avais environ 7 ou 8 ans. Ce jour-là, en sortant de l'école, j'avais décidé de prendre un chemin plus long qui passait par les bois, simplement pour éviter un groupe de grands qui me causaient des ennuis. On les appellerait aujourd'hui des harceleurs, mais à l'époque, c'était juste quelque chose que l'on subissait sans vraiment en parler. En traversant une petite clairière, je me suis arrêté net. Juste devant moi, à hauteur de mes yeux, se trouvait ce qui ressemblait à une cloche de vache, suspendue dans le vide comme si elle flottait, sans corde ni support visible. Le soleil frappait sa surface métallique et elle brillait d'un éclat presque hypnotisant. Je suis resté figé, à quelques pas, incapable de comprendre comment elle pouvait être là. Mon cœur battait un peu plus vite, mais ma curiosité l'emportait sur la crainte. J'ai lentement levé le bras, l'intention de toucher ou de faire tinter la cloche se formant dans mon esprit. Mais avant que mes doigts ne puissent l'atteindre, elle s'est mise à bouger légèrement, comme poussée par un souffle de vent, et un son clair et métallique a résonné dans l'air. À cet instant, une peur brutale et profonde m'a envahi, une terreur pure qui n'avait rien à voir avec la simple surprise d'un bruit soudain. C'était comme si une partie de moi comprenait qu'il ne fallait surtout pas rester là. Je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais, sans oser me retourner, mes jambes semblant bouger toutes seules. Même après avoir parcouru une bonne distance et atteint un chemin plus familier, ce sentiment d'effroi ne m'a pas quitté. Mon souffle était court, mes mains tremblaient, et je n'arrivais pas à expliquer pourquoi ce moment avait déclenché une peur aussi viscérale. Cela s'était passé dans une zone rurale, au nord-est de l'Ukraine, et je n'ai jamais revu cette cloche, ni rien qui lui ressemblait. À la fin des années 1980, lorsque j'étais à l'université, je travaillais comme garde forestier de nuit dans un parc d'État situé en bord de mer, dans le sud-est du Connecticut. Pendant l'été, il y avait souvent des campeurs installés sur le site, mais une fois le mois de septembre arrivé et les nuits devenues plus fraîches, il n'était pas rare que je me retrouve entièrement seul à surveiller le parc. Une nuit, vers 2h30 du matin, j'effectuais ma dernière ronde. Le ciel était clair, l'air sentait l'océan et seuls les bruits lointains des vagues venaient rompre le silence. Je conduisais mon camion sur l'une des routes intérieures du parc quand, en prenant un virage, mes phares ont balayé une aie dense.
Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'arrière-train d'un coyote disparaître dans les buissons. Pas un chien errant, pas un renard, j'étais certain de ce que j'avais vu. Aujourd'hui, cela ne surprendrait personne, mais en 1988, c'était une autre histoire. Quand j'ai noté l'incident dans mon rapport de ronde, certains ont ri. Mon supérieur m'a regardé comme si j'étais fou. On savait déjà que quelques coyotes vivaient dans les collines au nord-ouest de l'État, mais l'idée qu'ils puissent se trouver dans le sud-est semblait absurde pour la plupart des gens. Pourtant, je suis resté persuadé de ce que j'avais vu. Et le temps m'a donné raison. Moins de 10 ans plus tard, les coyotes étaient devenus courants dans la région. On prévenait les habitants de surveiller leurs petits chiens la nuit. Puis les ours noirs sont apparus, suivis par des élans, et même par un puma égaré qui a défrayé la chronique. Mais ce premier coyote-là, je l'ai vu en 1988, seul, à la lueur de mes phares, et personne ne pourra me convaincre du contraire. Je faisais une randonnée en solitaire dans une zone que je connais parfaitement, simplement pour tester du nouveau matériel avant un trek plus sérieux. Il devait être environ 17 heures, et je me trouvais à plus de 2100 mètres d'altitude, sur une crête des montagnes de la Sierra Nevada, juste à l'extérieur de Tahoe. Devant moi, un affleurement rocheux très particulier attirait l'œil. La pierre avait une forme presque géométrique, avec des angles nets et une surface étrange. Lorsque je frappais dessus avec les phalanges, elle résonnait comme une immense cuve métallique vide. Intrigué, j'ai ramassé quelques morceaux pour les garder en souvenir. Alors que je rangeais les pierres dans mon sac à dos, prêt à redescendre vers l'endroit où j'avais prévu de camper, un bruit de battement d'ailes a attiré mon attention, un son léger mais distinct, semblable à celui d'un pigeon qui se pose à proximité. J'ai tourné la tête machinalement, m'attendant à voir un oiseau. Mais ce que j'ai vu à la place m'a figé sur place. Juste devant moi se tenait une mante religieuse. Pas un insecte ordinaire, mais une créature d'environ 1,50 m, parfaitement dressée sur ses pattes. Son abdomen se courbait à un angle extrême, ce qui lui permettait d'atteindre la hauteur de ma poitrine, alors que je mesure 1,80 m. Comme j'étais accroupi à ce moment-là, son visage, avec ses grands yeux triangulaires, se retrouvait exactement à la hauteur du mien. Sans la moindre hésitation, elle a saisi un morceau de nourriture que j'étais en train de manger, l'a porté à sa bouche et m'a fixé en silence pendant qu'elle mastiquait. Ce regard durait une éternité, comme si elle m'évaluait. Puis, brusquement, ses ailes translucides se sont déployées avec un bruit sec, et elle s'est envolée, disparaissant au-dessus des rochers. Presque aussitôt après, une vague de nausées m'a envahi et une migraine violente s'est déclenchée, ce qui ne m'est pas étranger puisque je souffre de céphalée en grappe. J'ai d'abord mis ça sur le compte de la déshydratation et de la fatigue, mais le souvenir de cette rencontre est resté d'une netteté troublante, comme s'il venait de se produire hier. J'étais en programme d'échange scolaire aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique. Je ne suis pas originaire du pays, et cette expérience devait durer quelques mois. Vers la fin de mon séjour, ma famille d'accueil, le père, la mère, leurs 2 filles et moi, a décidé de partir camper pour un week-end. À la tombée de la nuit, nous étions installés près du feu quand les 2 filles et moi avons eu l'idée de grimper à un arbre un peu à l'écart du campement. J'avais 16 ans à l'époque, l'aînée en avait 15 ou 16, et la plus jeune 14. Nous avons progressé entre les branches jusqu'à atteindre la cime, d'où l'on pouvait voir la lueur du feu filtrer à travers les arbres. C'est alors que nous nous sommes figés. Un son est monté de l'obscurité, un son que je n'oublierai jamais. On appelait mon prénom. Un prénom typiquement néerlandais, que peu de gens en Amérique savent prononcer correctement. La voix imitait parfaitement celle de la plus jeune, pourtant elle se tenait juste en dessous de moi, immobile, le regard rivé vers l'endroit d'où venait le son. Elle ne disait pas un mot. La voix continuait d'appeler, répétant mon prénom encore et encore, avec le même ton, la même intonation, comme un écho malsain. 5 minutes à peine se sont écoulées, mais elles ont semblé durer une éternité. Chaque répétition me donnait la chair de poule, comme si quelque chose essayait de nous attirer. Quand enfin le silence est revenu,
nous avons glissé hors de l'arbre aussi vite que possible et couru jusqu'au campement. Le père et la mère étaient assis près du feu, parfaitement calmes, comme si rien ne s'était passé. Mais dès que nous avons raconté ce que nous avions entendu, le visage du père est devenu livide. Sans poser de questions, il nous a ordonné de rassembler nos affaires. 5 minutes plus tard, nous roulions déjà sur la route, laissant la forêt derrière nous. Je n'ai jamais su ce que c'était. Le père n'a jamais voulu en parler, et rien que d'y repenser, des années plus tard, j'en ressens encore ce même frisson glacé. Quand j'étais enfant à Francfort, il y avait certaines nuits, alors que l'heure avançait et que les rues devenaient calmes, où je voyais passer une silhouette noire au-dessus de nos immeubles. Je ne sais toujours pas exactement ce que c'était, mais je me souviens que ça volait sans produire le moindre bruit. Si on ne levait pas les yeux au bon moment, on pouvait ne jamais le remarquer. Cela se déplaçait vite, traversant le ciel en un éclair, et disparaissait aussitôt derrière les toits. D'après mes souvenirs, sa taille devait être à peu près celle d'une voiture, ce qui rendait la scène encore plus étrange. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Mes voisins, des parents, et même d'autres habitants du quartier en avaient été témoins. Personne ne savait vraiment ce que c'était, et les conversations à ce sujet finissaient toujours par s'éteindre faute de réponse. À l'époque, comme encore aujourd'hui, je reste presque convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de chauve-souris gigantesque. Mais dans mon esprit, l'image reste floue, comme un souvenir à la fois très précis et irréel, gravé dans ces soirées silencieuses de mon enfance. J'étais en voyage à moto avec mon père et nous nous étions arrêtés quelque part entre l'Idaho et l'État de Washington, dans une aire de repos. Nous avons mis pied à terre pour nous dégourdir les jambes et, pendant que mon père restait près des motos, j'ai décidé de marcher un peu du côté des bois qui bordaient l'aire. Je m'étais promis de ne pas aller trop loin, mais j'ai fini par m'éloigner plus que prévu. C'est alors que je suis tombé sur une vieille voiture abandonnée au milieu des arbres. Elle devait dater des années 1930, avec sa carrosserie aux formes d'un autre temps. Mon père et moi étant passionnés d'automobiles anciennes, j'ai aussitôt fait demi-tour pour aller le prévenir. Nous avons décidé de retourner ensemble sur place pour l'examiner de plus près. Ce qui m'avait semblé proche la première fois était en réalité bien plus loin que je ne le pensais. Nous avons marché un long moment avant de retrouver l'endroit, et cette fois, nous nous sommes approchés davantage que lors de ma première découverte. C'est là que quelque chose nous a frappés. Les 4 portières avaient été arrachées et gisaient sur le sol autour de la voiture. L'habitacle, lui, était totalement rempli de branches et de bâtons entassés les uns sur les autres, comme un immense nid. Le tout semblait solidifié par un mélange de boue et d'une substance qui dégageait une odeur nauséabonde, une puanteur qui évoquait des excréments. Et il y avait des poils, partout, emmêlés dans cette construction étrange. Un frisson nous a parcouru simultanément, comme si quelque chose d'invisible nous observait. Cette impression oppressante nous a suffi pour rebrousser chemin au plus vite, sans un mot, en traversant les bois presque au pas de course. Nous ne sommes jamais retournés là-bas, et je ne sais toujours pas quel animal, ou quelle chose, aurait pu faire un nid de cette taille à l'intérieur d'une vieille voiture oubliée. Je me trouvais dans le sud-est du Missouri, chez un ami qui possède une maison au bord d'un lac. Nous avions pris un quad avec une petite remorque pour faire le tour du lac et régler un problème de castor, ou quelque chose du genre, qui obstruait une zone de drainage. Nous étions 4. 2 montaient sur le quad, tandis qu'un autre ami et moi étions assis dans la remorque. Nous avons garé le quad et marché jusqu'au bord du lac. Les 2 qui avaient conduit l'engin portaient un fusil, qu'ils ont emmené un peu plus loin, à l'écart. Mon ami et moi étions à environ 75 mètres du quad quand quelque chose a émergé de la lisière de la forêt voisine et s'est dirigé droit vers lui. La chose était d'un blanc éclatant, presque albinos, et sa taille approchait celle du quad. Sa silhouette rappelait celle d'un puma, mais sa queue était épaisse et fournie, comme celle d'un loup ou d'un coyote. Elle a reniflé autour du quad pendant une dizaine de secondes, puis a levé la tête et nous a fixés longuement, comme pour nous évaluer. Ensuite, elle s'est retirée lentement dans les bois, sans bruit, comme si elle avait tout le temps du monde.
Je suis un passionné de plein air, ancien scout ayant atteint le grade d'Eagle Scout, et j'ai passé une bonne partie de ma vie dans les bois. Pourtant, je n'avais jamais rien vu de semblable auparavant, et je n'en ai plus jamais vu depuis. Si c'était un puma albinos ou atteint de Galles, dans une zone relativement habitée, il y avait même une petite épicerie avec un comptoir à sandwich à 5 ou 10 minutes de route, quelqu'un en aurait forcément entendu parler. Mais ce jour-là, ce que j'ai vu reste un mystère complet. Je suis quelqu'un de très sceptique dans presque tous les aspects de la vie, mais cet événement reste pour moi une énigme totale. C'était durant l'hiver 2008, au moment où une énorme tempête de neige balayait tout le nord-ouest intérieur des États-Unis. Je me trouvais à une fête chez un voisin, entouré de plusieurs jeunes du quartier. À un moment, nous avons appris que l'école serait annulée le lendemain. En guise de célébration, un ami et moi avons décidé de traverser jusqu'à ma maison pour récupérer quelques jouets Transformers, comme seuls des gamins pouvaient le faire à l'époque. Alors que nous commencions à traverser la rue, j'ai remarqué dans le ciel des lumières énormes qui tournaient dans les nuages. Elles n'avaient rien à voir avec les petites lueurs qu'on peut apercevoir sur un avion dans le brouillard. Elles étaient bien plus grandes, bien plus vives, et formaient une rotation régulière. Mon esprit d'enfant a immédiatement pensé à un immense disque volant avec des lumières tournantes, suspendu au-dessus d'une partie du quartier. Pris d'un élan de panique, j'ai crié à mon ami de courir vers ma maison, décidé à me mettre à l'abri au plus vite. Quand nous sommes ressortis quelques minutes plus tard, le ciel n'offrait plus qu'une obscurité compacte, remplie de nuages bas. Plus aucune lumière, plus aucun mouvement, comme si rien ne s'était jamais produit. À ce jour, je n'ai trouvé aucune explication rationnelle à ce que j'ai vu. Je ne sais même pas si mon ami de l'époque s'en souvient encore, mais pour moi, cette image reste gravée, suspendue quelque part entre souvenir et mystère. Je ne sais pas si cela compte vraiment, mais c'était au milieu des années 1970. J'avais environ 11 ans, j'étais en 6e. Une nuit, allongé dans mon lit alors que toute ma famille dormait, je fixais les certificats que mes professeurs m'avaient donnés pour ma gentillesse, mes bonnes notes ou mon aide en classe. Ils étaient accrochés au mur, certains scotchés, un autre dans un cadre en verre suspendu à un petit crochet. En les regardant intensément, une drôle de sensation m'a traversé. Comme une certitude soudaine que je pouvais les faire tomber rien qu'en y pensant. J'ai continué à fixer le mur, convaincu que c'était possible. Peu après, l'un d'eux s'est détaché et a glissé au sol. Puis un deuxième. Et enfin, celui dans le cadre en verre est tombé à son tour. À ce moment-là, la peur m'a saisi. Je me suis recroquevillé dans mon lit et j'ai fini par m'endormir, comme si tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais le lendemain matin, en ouvrant les yeux, j'ai vu qu'ils étaient bien là, posés au sol près du mur. Aucun bruit ne m'avait alerté, et pourtant le verre du cadre n'était pas cassé. J'étais la plus jeune de 5 enfants et je n'ai jamais raconté cette histoire à personne à l'époque. Aujourd'hui encore, je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. J'avais environ 7 ans et mon frère était plus âgé de quelques années. Un soir, ma famille et moi rentrions du cinéma. Il faisait nuit noire. Nous vivions quasiment à la campagne, entourés de champs, et juste au bord de notre jardin s'étendait une zone de hautes herbes qui marquait la limite avec les cultures. En sortant de la voiture, mon frère et moi avons remarqué quelque chose dans les hautes herbes, une tête, avec des oreilles dressées et 2 yeux brillants qui reflétaient la lumière de la maison. Pensant que c'était un cerf, nous avons fait ce que font souvent les enfants sans réfléchir, nous avons couru vers la lisière du champ pour l'effrayer. Mais au lieu de s'enfuir comme l'aurait fait un cerf, la créature s'est accroupie. C'est à cet instant que tout mon corps a réagi d'un seul coup. Mon cœur s'est emballé, l'adrénaline a déferlé et j'ai pris mes jambes à mon cou. En me retournant, j'ai vu cette silhouette immobile, ses 2 yeux fixés sur nous, reflétant toujours la lumière dans l'obscurité. Avec le recul, cela ressemble beaucoup au comportement d'un grand félin. Mais il n'y en avait pas dans la région. Si c'en était un, il aurait dû soit s'échapper d'une captivité, soit parcourir une distance énorme pour arriver jusque-là. Et le pire,
c'est que je lui ai tourné le dos en courant, ce qui, d'après ce que j'ai appris plus tard, est une mauvaise idée face à ce genre de prédateur. Le fait de voir ses deux yeux briller simultanément me fait encore penser aujourd'hui que ce devait être un chasseur, et pas un animal inoffensif. Une nuit, alors que j'étais à l'université, j'avais décidé de faire un tour en voiture près du lac voisin pour me vider l'esprit. Après avoir fait le tour, je roulais à travers les bois situés en contrebas du déversoir. En traversant un petit pont, mes phares ont éclairé quelque chose qui traversait la route. C'était une silhouette. Grande, massive, couverte de poils sombres. L'image même de ce que l'on imagine quand on parle d'un Bigfoot. Lorsque je l'ai aperçue, elle avait déjà parcouru les 3/4 de la route et poursuivait sa traversée vers ma gauche. En quittant l'asphalte, elle est passée derrière un panneau routier, et le haut de ce panneau arrivait à peu près à son torse ou à ses épaules. Le lendemain, je suis revenu sur les lieux. En me plaçant à côté du panneau, j'ai réalisé que cela plaçait la créature à environ 2,70 m de hauteur. Toujours sous le choc, j'ai continué à rouler, avançant de quelques dizaines de mètres. C'est alors qu'une paire de cerfs a surgi et a traversé la route à toute vitesse, fuyant précisément la zone où la créature s'était dirigée. À ce moment-là, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai appuyé sur l'accélérateur et quitté les lieux aussi vite que possible. Il y a environ 15 ans, je passais la nuit chez ma cousine. Sa maison, aujourd'hui, a presque 150 ans. En pleine nuit, je me suis réveillé et j'ai vu un homme en costume noir debout dans l'encadrement de la porte, nous observant, ma cousine et moi, pendant notre sommeil. Sur le moment, j'étais convaincu que c'était un fantôme, mais le lendemain matin, j'ai préféré me dire que ce n'était qu'un produit de mon imagination. 12 ans plus tard, lors d'une soirée avec ma cousine et notre grand-tante, la tante du père de ma cousine, nous en sommes venus à parler de phénomènes surnaturels. Ma cousine a commencé à raconter qu'un homme en costume lui rendait visite chaque nuit, se tenant dans l'encadrement de sa porte et lui parlant doucement. J'ai senti un frisson me parcourir. Puis notre grand-tante a ajouté qu'elle avait grandi dans cette même maison, et qu'elle aussi avait vécu exactement la même chose. Intrigués, nous avons fait quelques recherches et découvert que la maison appartenait à notre famille depuis des générations. Il est très probable que l'homme que nous avions vu était l'esprit de notre arrière-arrière-grand-père. Autrefois, la cheminée se trouvait à l'endroit même où se tient aujourd'hui la porte de la chambre de ma cousine. Il avait l'habitude de rester debout près du feu, tard dans la nuit. Peut-être que, d'une certaine façon, il le fait encore. Pour te donner un peu de contexte, ma mère, qui n'est ni vraiment religieuse ni spirituelle, affirme être hantée depuis plusieurs décennies. Elle dit qu'un fantôme d'homme âgé se tient à côté de son lit et hurle silencieusement. Parfois, il disparaît pendant des mois, puis il revient 3 ou 4 fois par semaine. Elle raconte qu'il était déjà là quand j'étais enfant, mais elle ne m'en a parlé, ni à ma sœur, qu'une fois adulte est parti de la maison, pour ne pas nous effrayer. Il nous a même suivis lors d'un déménagement de 480 km dans un autre état, mais il lui a fallu 1 an et demi pour nous retrouver, un peu comme un chien perdu dans une aire de repos sur l'autoroute. Mon beau-père, catholique non pratiquant, se moquait quand elle parlait du fantôme. Puis, il y a une dizaine d'années, il a changé de discours et a affirmé l'avoir vu. Ma mère le trouve agaçant. Elle se plaint souvent en disant qu'elle aimerait que ce fichu fantôme la laisse dormir. Franck, mon beau-père, confirme que parfois il se réveille et voit un vieil homme penché au-dessus du lit, hurlant silencieusement. Je garde un souvenir précis d'un retour de la fac. J'étais sorti boire avec de vieux amis, et au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une envie pressante. Une fraction de seconde, en sortant du lit, j'ai vu un vieil homme maigre, les cheveux en bataille façon Doc Brown, la bouche grande ouverte, mais je n'ai rien entendu. J'ai bondi exactement à l'endroit où il se trouvait, avant même d'avoir les yeux complètement ouverts. Il avait disparu, et j'ai mis ça sur le compte de la bière, de l'herbe et de la force de suggestion. Depuis, je n'ai presque plus passé de nuit chez mes parents et je n'ai plus rien vu. Mais parfois,
Je me demande si ce fantôme n'a pas décidé qu'après 19 ans j'étais enfin assez grand pour être hanté, pour finalement prendre peur quand j'ai traversé son corps en courant, avec une furieuse envie d'uriner. Ma grand-mère racontait une histoire qui remontait à la fin des années 50. Elle conduisait vers le nord sur une route goudronnée à 2 voies, bordée de petits arbres et de broussailles, avec ma grande-tante et l'un de mes oncles, Ron, qui avait environ 2 ans et se trouvait à l'arrière. Il venait de prendre un virage en montant une série de lacets sur une colline. Je ne tiens ce récit que de mémoire, car elle est décédée il y a environ 7 ans. Elle disait, « Je l'ai senti avant de le voir. » En approchant, ils ont aperçu la créature, debout au bord de la route, en contrebas de quelques dizaines de centimètres dans un fossé, mais malgré cela, elle dépassait la voiture de plus de 60 centimètres. Quand sa sœur l'a vue, elle lui a attrapé le bras et a crié « Attention Barbara, c'est un ours », et elle a répondu « Ça, ce n'est pas un ours ». La créature se tenait immobile tandis qu'il passait. Elle ressemblait à un très grand homme velu, avec des poils couvrant tout le visage, sauf les oreilles, les lèvres et les paupières. Ce qui l'avait le plus marqué, c'était l'absence apparente de cou, sa tête reposait directement sur ses épaules, d'une manière étrange. Pendant qu'elle les observait, la créature tournait tout son corps. Ses poils étaient bruns et emmêlés, comme ceux d'un chien errant. Après l'avoir dépassée, ma grand-mère la vit dans le rétroviseur, elle sortit du fossé d'un seul pas, atteignant la ligne médiane de la route, puis d'un autre grand pas, traversa complètement et descendit dans le fossé de l'autre côté. En 3 enjambées, elle avait parcouru plus de 6 mètres et disparu dans les broussailles et les arbres. Pendant tout ce temps, sa sœur lui tenait le bras, en pleurs, parlant de manière incohérente comme une folle, et elles avaient toutes deux fini par uriner de peur. Ron, à l'arrière, avait dormi à travers toute la scène. Ma grand-tante étant décédée, toute la famille était partie à ses funérailles. Nous étions trop jeunes pour y aller, alors je suis resté à la maison avec mes 2 sœurs, l'aînée avait environ 12 ou 13 ans, et mon cousin. Ma sœur aînée et moi étions dans le salon quand nous avons entendu ma 2e sœur et mon cousin dévaler les escaliers en courant et en criant. Nous leur avons demandé ce qui se passait, et ils nous ont expliqué qu'ils avaient tous les 2 entendu la même voix appeler le prénom de mon cousin. Ce qui était effrayant, c'est que la voix imitait parfaitement celle de ma sœur qui avait prononcé son prénom. Paniqués, nous nous sommes enfermés dans une pièce. Comme la serrure ne fonctionnait pas, nous avons coincé une chaise entre le buffet vitré et la porte, puis nous nous sommes regroupés dans un coin. Quelques instants plus tard, nous avons entendu la chaise vibrer contre le meuble, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Nous nous sommes serrés les uns contre les autres, avons prié et tremblé de peur. Quand cela s'est arrêté, la sonnette d'entrée s'est mise à retentir plusieurs fois de suite. L'ensemble n'a peut-être duré qu'1 minute, mais le bruit de la chaise et la voix nous ont glacés. Pour la sonnette, nous avons pensé qu'il pouvait s'agir d'une personne réelle, peut-être un voisin venu vérifier à cause de nos cris. Nous sommes donc allés voir la voisine d'en face, qui passe ses journées sur sa véranda. Elle nous a assuré n'avoir vu absolument personne. Encore aujourd'hui, cette expérience me met mal à l'aise, car nous l'avons tous vécue de manière identique. Ça s'est passé quand j'avais environ 13 ans, et chaque fois que je raconte cette histoire, j'en ai encore des frissons. Nous étions 5 amis à camper régulièrement dans les bois derrière chez l'un d'entre nous. Un week-end, comme souvent, nous avons décidé d'y passer la nuit. Nous avions découvert ces petits packs de fusées éclairantes qu'on pouvait acheter chez Walmart, et nous les utilisions pour brûler des trucs et faire les idiots. J'avais une vieille machette de mauvaise qualité, et un ami m'a demandé s'il pouvait y appliquer la chaleur d'une fusée, la frapper avec un marteau pour la déformer, etc. Évidemment, je m'en fichais. Pendant qu'il s'amusait à faire ça et que nous regardions tous, j'ai entendu un bruit tout près. En tournant la tête, j'ai vu quelque chose. C'était immense, probablement entre 2,10 mètres et 2,40 mètres de haut. Comme il faisait nuit, je ne distinguais qu'un œil se déplaçant dans l'ombre. Il paraissait rouge, peut-être à cause de l'éblouissement provoqué par la fusée éclairante. J'ai dit, les gars,
Et tout le monde m'a regardé sans comprendre, jusqu'à ce qu'un arbre juste derrière mon ami se mette à trembler. Nous nous sommes tous regroupés, morts de peur. L'un d'entre nous a eu la bonne idée d'appeler sa mère pour qu'elle vienne nous chercher. 3 d'entre eux sont repartis avec lui jusqu'à la route, tandis qu'un autre ami et moi restions dans la tente. Assis là, nous avons entendu du bruit dehors. Nous avons cru que c'étaient les autres qui revenaient pour nous faire peur, jusqu'à ce qu'un doigt glisse le long de la toile, presque en la perçant, traçant lentement une ligne vers l'avant de la tente. J'ai aussitôt appelé mon ami qui était parti, pensant l'entendre dehors. Mais il m'a répondu qu'il était déjà chez lui, à 5 minutes de là, et j'ai su qu'il disait vrai en entendant la voix de son petit frère au téléphone. Je ne me souviens pas du reste de la nuit, mais cette scène est gravée dans ma mémoire. Rien de semblable ne nous est jamais arrivé depuis, et c'est sans doute l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécue. Il y a plusieurs années, j'ai eu plusieurs rencontres avec une créature ressemblant à Gollum qui vivait sur la propriété d'un ami. C'était un terrain d'environ 8 à 12 hectares, dernier vestige d'une ferme avant que la zone ne soit lotie pour construire des maisons. Les premières fois, je ne l'ai pas vue directement, mais je l'ai entendue, la nuit, au loin. Elle semblait m'observer et se déplacer parallèlement à moi. D'après le bruit de ses pas, elle avançait comme une silhouette humaine marchant à 4 pattes. Mon ami n'a pas semblé surpris quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il l'avait entendu lui aussi. J'ai vécu plusieurs rencontres de ce genre, puis, une nuit, mon ami et moi sommes restés éveillés jusqu'à l'aube. Nous étions assis sur le toit d'un bâtiment, dans la ferme, en train de fumer des cigarettes, quand, juste avant le lever du soleil, nous l'avons aperçue. Elle était d'un blanc pâle et courait à 4 pattes au loin. La description la plus proche que je puisse donner est celle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. C'était dans la Treasure Valley, dans l'Idaho, pour ceux qui se le demandent. Le terrain où elle vivait a depuis été entièrement construit. Mes grands-parents avaient un chalet de vacances dans les Pine Barrens du New Jersey, et chaque été, mes parents m'y envoyaient depuis Las Vegas pour passer les vacances. La dernière fois que j'y suis allé, j'avais 8 ans, en 1982. Il devait être environ 11 heures du soir. Mes grands-parents étaient déjà couchés et je lisais des bandes dessinées Archie à la lampe de poche. Je me souviens encore exactement de ce que je lisais, quand j'ai entendu, dehors, le cri le plus effroyable que j'ai jamais entendu. J'ai été glacé de peur. Je savais reconnaître les cris de puma ou de coyote, mais ça n'avait rien à voir. J'ai éteint ma lampe et, dans le silence du chalet, on aurait pu entendre une mouche marcher. Le cri a retenti de nouveau, cette fois juste à l'extérieur de ma fenêtre. J'étais sur le point de mouiller mon pantalon quand j'ai entendu un bruit de reniflement, juste là, et quelque chose qui ressemblait à des cailloux qu'on faisait rouler sur le toit. Pas question de regarder. J'ai filé réveiller mon grand-père. En voyant mon expression, il a pris sa lampe et a fait le tour du chalet. Il est revenu en disant qu'il n'avait rien vu ni entendu. Autant dire que cette nuit-là, j'ai dormi dans leur lit. Le matin, nous sommes allés voir sous ma fenêtre et, effectivement, il y avait des traces de sabots, grosses comme un poing, qui venaient de la forêt et s'arrêtaient juste sous ma fenêtre. J'ai d'abord pensé à un sanglier, jusqu'à ce que je voie, de l'autre côté du chalet, un autre jeu de traces identiques qui repartait dans les bois, dans l'alignement parfait de ma fenêtre. De retour à la maison, j'ai raconté l'histoire à mon père, qui avait grandi dans les Pine Barrens, et décrit les traces. Il m'a simplement dit « Oh, ça devait être le Jersey Devil ». À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Plus tard, en grandissant, j'ai passé du temps à la bibliothèque à lire sur le Jersey Devil, et franchement, ça correspondait parfaitement à ce que j'avais vécu. Ou alors, c'était un cochon. J'aime me dire que c'était un cochon, et pas un hybride cheval-chèvre-chauve-souris, maudit enfant d'un adorateur de Satan ou autre horreur de ce genre. En tout cas, je ne suis jamais retourné dans ce chalet tant que mes grands-parents l'ont possédé. À l'âge de 7 ans, j'ai reçu une visite nocturne de ce que, sur le moment, je croyais être un extraterrestre. 3 décennies plus tard,
je ne peux pas dire avec certitude de quoi il s'agissait, mais l'expérience est restée gravée dans ma mémoire. J'ai grandi dans une banlieue sans histoire, à forte densité de population, près d'une grande ville de la côte et des États-Unis. Quartier ouvrier et de classe moyenne, sans le moindre passé lié aux ovnis ou à des phénomènes du genre. Une nuit, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit et j'ai senti que je n'étais pas seul dans ma chambre. À quelques pas sur ma droite, il y avait une étrange lueur verte, quelque chose. À mes yeux d'enfant, cela ressemblait au sommet arrondi d'une grande tête. Même aujourd'hui, je ne peux pas décrire exactement ce que c'était, mais c'était bel et bien là. Ça bougeait, lentement. Terrifié, j'ai tiré ma couverture sur ma tête. Mon cœur battait à tout rompre, et j'ai eu l'impression que ça durait des heures. Finalement, j'ai trouvé le courage de bondir hors du lit et de courir dans la chambre de mes parents, où j'ai dormi par terre pendant les 3 mois suivants. En m'enfuyant, je n'ai rien vu et je ne me suis pas retourné. Je n'ai jamais revécu quelque chose de similaire et je suis ouvert à l'idée que cela ait pu être un rêve ou un fruit de mon imagination. Mais je ne le crois pas vraiment. Je suis convaincu qu'il y avait bel et bien une présence près de moi, et encore aujourd'hui, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Je viens du nord de l'Ontario, une région où l'on rapporte depuis longtemps des observations de créatures étranges. La première histoire que j'ai entendue concerne l'homme velu qui vivrait entre ma ville et un point situé environ 45 minutes plus au nord. Enfant, on me racontait qu'il s'agissait en gros d'un Bigfoot, et mes amis me rapportaient les récits de leurs parents ou de leurs proches qui l'auraient croisé. J'ai toujours pris ces histoires avec des pincettes, jusqu'à l'an dernier. Un ami et sa famille roulaient vers le nord quand ils ont vu cette créature sortir d'un fossé, traverser la route et disparaître dans la forêt. En sens inverse, une famille dans un minivan s'est également arrêtée et a été témoin de la scène. La police a été appelée, mais à leur arrivée, ils n'ont trouvé que 2 familles surexcitées, 1 ou 2 empreintes de pas énormes et une odeur très forte que les agents ont décrite comme semblable à celle d'ordures en décomposition. Si je peux, j'essaierai de retrouver les photos des empreintes qu'ils ont prises pour les partager. La seconde histoire remonte à environ 70 ans, et concerne cette fois un dinosaure aperçu par plusieurs personnes au bord d'un lac, toujours au nord d'ici. La scène se serait déroulée près d'une ville aujourd'hui abandonnée, à l'extrémité du lac. Un ancien, à qui j'ai parlé, m'a raconté avoir vu ce qui ressemblait à un brontosaure marcher dans la forêt, sa tête dépassant la cime des arbres. Ils l'ont observé avancer lentement jusqu'au lac, puis nager vers la partie la plus vaste, avant de disparaître derrière un virage. Pour mieux visualiser l'endroit, imagine un bonhomme de neige à l'envers. La ville se trouve en haut de la tête, et la partie large du lac correspond au ventre. Le dinosaure, d'après le témoin, est passé de gauche à droite avant de disparaître. Je sais que mon récit est un peu brouillon, j'aurais sans doute dû l'écrire dans un état un peu plus sobre. J'ai vécu dans une résidence universitaire qui était franchement hantée. Non seulement mes amis et moi en étions convaincus, mais même des inconnus m'ont dit avoir eu des expériences avec ce fantôme. C'est surtout mon amie qui a eu le pire. Je ne vais pas raconter pour elle, mais je peux partager mes propres expériences. J'ai vécu dans ce bâtiment pendant 2 ans et j'y travaillais aussi à la réception. La résidence restait ouverte pendant les vacances, et je faisais souvent des gardes pendant les vacances d'hiver parce que j'avais vraiment besoin d'argent et je ne supportais pas de rester chez mes parents tout le temps. Ma première rencontre avec le fantôme a eu lieu pendant ces vacances, quand il faisait s'ouvrir et se fermer les ascenseurs tout seul, juste à côté du bureau. La suivante a été pendant les vacances de printemps cette année-là, quand j'entendais le bruit des marqueurs effaçables qu'on mélangeait dans leur boîte, alors qu'il n'y avait personne. Rien de dramatique, je me suis dit qu'il devait juste se sentir seul. Une nuit, j'étais à mon bureau et j'ai entendu ma porte trembler. C'était étrange mais je me suis dit que c'était sûrement l'aération, sauf qu'il n'y avait pas de vent près de ma porte. J'ai laissé passer, et je suis allé me coucher, le lit placé juste à côté de cette fameuse porte qui tremblait. Ça a continué un moment et, pour plaisanter, j'ai dit « Et monsieur le fantôme, j'essaie de dormir, tu peux arrêter ?» et tout s'est arrêté net. La deuxième année, il est devenu un peu plus intrusif.
Il faisait tomber mon sac à dos de mon lit régulièrement et renversait des affaires de mon bureau. Jamais rien de fragile, juste de quoi attirer mon attention. Une nuit, je me suis réveillé sans raison pour voir un visage d'homme juste à côté de moi, sur mon oreiller, en train de me fixer. Quelque chose dans ce visage n'allait pas, mais je ne saurais pas dire quoi. Comme je ne suis pas aimable quand on me réveille, je l'ai fixé dans les yeux et j'ai dit « On est vite, je suis crevé », puis je me suis retourné et rendormi. Apparemment, quand on me réveille, plus rien ne me fait peur. Un jour, après l'école, j'étais parti chasser l'écureuil dans une zone rurale du Mississippi. J'avais environ 10 ans. J'entendais les animaux s'appeler entre eux et, alors que le soleil se couchait, je les avais suivis jusqu'à un bosquet de pins. Pressé par le temps, au lieu de contourner la lisière, j'ai traversé directement un champ pour les rejoindre avant la tombée de la nuit. À mi-chemin, un cri de panthère est sorti de ce bosquet. Ce cri étrange, mi-humain mi-sauvage, m'a littéralement paralysé. Mes jambes se sont arrêtées net et je me suis effondré au sol, tenant mon fusil à la fois comme un objet vital et totalement inutile. Je suis resté là un moment, le cœur battant à tout rompre, scrutant les environs pour détecter le moindre mouvement. Devant moi. Derrière moi. Peut-être même au-dessus de moi tellement j'étais terrifié. Finalement, j'ai longé une rangée de plantations, franchi une clôture pour rejoindre la route principale, puis marché environ 1 kilomètre sur un chemin de terre pour rentrer chez moi. Je ne me suis pas souillé, mais c'est la deuxième fois de ma vie où j'ai eu le plus peur dans la nature. Des années plus tard, dans la trentaine, je pêchais à Titusville, en Floride, au nord du pont principal. Dans mon canoë Mohawk de 5 mètres équipé d'un moteur électrique, je me sentais capable d'aller partout et d'affronter n'importe quoi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber sur un groupe de lamantins endormis. Je ne savais pas qu'ils étaient là et j'ignorais totalement comment ils réagiraient si je les surprenais. Ce qu'ils font, c'est un peu comme un castor qui tape la surface de l'eau avec sa queue, sauf que pèse entre 130 et 360 kg et que ce jour-là, ils étaient une vingtaine, d'après le garde à qui j'en ai parlé. Leurs coups de queue ont littéralement fait décoller mon canoë de presque 2 mètres à l'avant, là où il n'y avait pas de poids, et de quelques centimètres à l'arrière, là où j'étais assis avec mes 68 kg, le moteur et une batterie de 13 kg. Tout mon matériel a volé, et j'ai même vu un gros poisson à pas, un croqueur, être projeté dans les airs au-dessus de moi avant de retomber presque dans le bateau. Je suis resté figé, silencieux, pendant que le groupe s'éloignait en douceur, à peine perceptible à la surface. Pendant plusieurs minutes, j'étais complètement désorienté, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai fini par rejoindre la rive, le long de la voie ferrée de transport de carburant de la NASA, et j'ai failli vomir tant j'étais secoué. Pendant un moment, j'étais convaincu que c'était Nessie et ses enfants qui m'avaient envoyé dans les airs. J'avais environ 10 ou 11 ans et je jouais à cache-cache avec mon cousin plus jeune, qui avait 7 ou 8 ans. On était très proches, presque comme des frères, puisqu'on vivait tout près l'un de l'autre et qu'on aimait toujours les mêmes choses en grandissant. Lui adorait jouer à cache-cache à cet âge-là, alors que moi, beaucoup moins, mais ce jour-là, j'avais accepté, puisqu'on avait la maison pour nous seuls pendant quelques heures. Quand il se cachait, il me fallait toujours un temps fou pour le trouver. Il arrivait à se faufiler dans des endroits impossibles, alors que moi, plus grand et moins imaginatif, je perdais presque toujours. Ce jour-là ne faisait pas exception, mais je commençais à me dire que je pouvais deviner sa cachette. J'étais persuadé qu'il était monté à l'étage. J'ai fouillé partout à l'étage, chaque placard, sous tous les lits, derrière toutes les portes, même dans les tiroirs. Rien. Il devait être en bas. En bas de l'escalier, la première pièce à droite était le salon, qui avait 2 parties, avant et arrière, chacune avec sa propre porte. Ces 2 portes étaient côte à côte, mais celle la plus proche de l'escalier était toujours fermée, bloquée par une table et une chaise derrière. On utilisait donc toujours l'autre porte, située à moins d'1 mètre. C'est là que je suis allé en premier. En m'approchant de la porte, je l'ai vu. Il venait de filer d'un côté à l'autre, juste derrière l'encadrement. Je l'avais trouvé.
J'ai ouvert la porte en disant un truc du genre « Je t'ai vu, mec. On fait autre chose maintenant. » Pas de réponse. Je ne le voyais pas. Il avait dû passer de la partie avant à la partie arrière du salon, mais il n'y était pas. Et je n'avais pas entendu le moindre bruit de fuite. J'ai fouillé partout, mais il n'y avait personne. J'étais complètement perdu. Je me suis dit qu'il se moquait de moi, ce qui ne lui ressemblait pas. Puis j'ai entendu sa voix. Il descendait de l'étage. « Mec, à qui tu parles ?» J'étais dans le placard à linge de la chambre d'amis, derrière les oreillers. Je suis resté sans voix. J'avais vu, de mes propres yeux, une silhouette de garçon de 7 ou 8 ans filer derrière la porte pour éviter d'être attrapé. Mais si mon cousin était à l'étage tout ce temps-là, ce n'était pas lui. Et cette silhouette n'avait eu nulle part où aller dans le laps d'une seconde qu'il m'avait fallu pour entrer dans la pièce. La maison n'avait jamais eu d'événements étranges avant ou après ça, à part la plomberie défectueuse qui faisait parfois s'allumer la douche toute seule. À ce jour, je suis convaincu d'avoir vu quelque chose. Je suis plutôt sceptique de nature, je ne cherchais pas de fantômes, je n'avais pas entendu d'histoire de cache-cache effrayante, donc je sais que ce n'était pas de la suggestion. Comme pour d'autres expériences étranges que j'ai vécues, je n'ai ressenti aucune peur sur le moment. Juste de la confusion, c'est bizarre, tiens, bon, peu importe. Mais en y repensant après coup, j'ai compris à quel point c'était étrange. J'ai vu 3 choses dans ma vie que je ne peux pas expliquer. La première fois, j'avais 12 ans et je vivais dans le sud du Texas. À cet âge-là, j'étais convaincu que tout avait une explication rationnelle. En me promenant dans les bois, je suis tombé sur une petite cabane. Comme n'importe quel gamin de 12 ans, je suis entré pour l'explorer. En regardant par la fenêtre, j'ai aperçu une sorte de forme en boomerang, avec une aile au-dessus et une autre en dessous de la courbe. Elle s'est envolée à toute vitesse dès que je l'ai vue. La deuxième chose est arrivée quand j'avais 16 ans. Je marchais dans les bois, à une trentaine de kilomètres au nord de l'endroit où se trouvait la cabane. Je portais un revolver 38 spécial que mon père m'avait donné. J'ai alors vu un cerf presque sans poils, debout sur 2 pattes comme un humain, avec des bois énormes, probablement près d'1 mètre de large et 60 cm de haut. Quand il m'a vu, il s'est mis à venir vers moi. J'ai dégainé et tiré. Je l'ai touché, mais au lieu de tomber, il a fait demi-tour et s'est enfui. Je l'ai suivi un moment, mais je n'ai jamais retrouvé le corps. La dernière chose inexplicable m'est arrivée plus à l'est de l'endroit où j'avais vu le cerf monstre. J'avais mon 1911 que je venais d'acheter. Je suis arrivé dans une clairière, et soudain j'ai ressenti une énorme angoisse, un sentiment de chagrin et de peur qui m'a fait pleurer sans raison. Je me suis arrêté pour m'essuyer les yeux, j'ai levé la tête, et j'ai vu un ours. Nous étions dans le sud du Texas et je savais pertinemment qu'il n'y avait pas d'ours dans cet état. Par précaution, j'ai pointé mon arme. L'ours s'est alors mis à hurler d'une voix humaine, comme une femme, en criant « Tu ne devrais pas être ici, par maintenant ». Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu ce jour-là, mais j'ai détalé sans me retourner. Quand j'étais au lycée, j'allais souvent chez un ami. Il avait un petit chien, un Pomeranian, qui était très protecteur envers moi. Un soir, vers 20 ou 21 heures, on venait tout juste d'acheter le DLC de Dragon Force sur Guitar Hero 3. On jouait tranquillement quand 3 de nos amis sont arrivés et nous ont proposé d'aller chercher des burgers. J'ai accepté, mais mon ami est resté pour continuer à jouer. Le restaurant était à environ 15 minutes à pied de chez lui, le long d'une grande rue qui passe juste à côté de notre lycée. On a pris nos burgers et on est reparti. En chemin, mon ami m'a appelé pour dire qu'il allait nous rejoindre à mi-parcours. Arrivé au milieu du trajet, on l'a vu courir vers nous. On lui a demandé ce qu'il se passait. Il a expliqué qu'un type le suivait depuis un moment, mais qu'en se retournant, il avait disparu. Bon, d'accord, rien de plus, sauf qu'il a ajouté qu'en se rapprochant de nous, il avait entendu un miaulement et un feulement comme un chat. Je lui ai dit que si ça sonnait comme un chat, c'était sûrement un chat.
On marchait tous les 5 quand il a pointé la maison juste à côté en disant « C'est là ». À peine avait-il fini sa phrase qu'on a tous entendu une respiration profonde et rapide, de plus en plus forte. On a détalé. De retour chez mon ami, on en a discuté un bon moment, puis on s'est couché tard. L'un des gars a dormi dans le salon avec moi, chacun sur un canapé séparé. En pleine nuit, je me suis réveillé en entendant des pas passer près de moi, quelqu'un essayait d'ouvrir la porte sans y parvenir, puis repartir à l'intérieur, puis revenir vers la porte et forcer à nouveau. Pensant que c'était le frère de mon ami rentré ivre, j'ai voulu me lever pour l'aider. Mais en me tournant, j'ai levé les yeux, et j'ai vu le chien. Sauf qu'il faisait au moins 2 mètres de haut, debout sur ses pattes arrière, avec des bras aussi longs que son torse, qui mesuraient bien 1 mètre. Je me suis recroquevillé sous la couverture, en remerciant mentalement le ciel que ce chien m'apprécie. J'en ai vécu plusieurs, car j'ai beaucoup voyagé dans le monde et j'ai vécu dans des endroits assez glauques, souvent associés à des histoires de hantises et d'activités paranormales. Quand j'étais enfant, j'avais un ami fantôme. Nous habitions dans une région du Minnesota qui avait été décimée par la fièvre typhoïde au début des années 1800, puis repeuplée après la guerre de sécession. Au début des années 2000, un fermier y a découvert plusieurs pierres tombales en labourant un champ, et d'autres ont été retrouvées dans les bois au fil des années. Mon ami était un garçon blond, et ma mère l'a vu plusieurs fois dans la maison. Un jour, il l'a tellement surprise qu'elle s'est mise à pleurer, et je me souviens parfaitement de cette scène. Quand je suis entré dans l'armée, j'ai été affecté au Japon. Ma toute première nuit là-bas, je me suis réveillé à 3 heures du matin et j'ai vu une silhouette ramper au plafond. Elle avait une longue langue et, en remarquant ma présence, elle rit avant de disparaître. J'étais tellement effrayé que je n'ai pas pu me rendormir. Des mois plus tard, j'en ai parlé à la femme d'un ami. Elle m'a expliqué qu'il s'agissait d'un Selingoni, un esprit, et qu'il en existait beaucoup. Elle a tapé quelque chose sur un clavier japonais et trouvé une image sur Google. C'était exactement ce que j'avais vu. Depuis, je n'ai jamais pu retrouver cette image avec un clavier classique, sans doute faudrait-il utiliser de nouveau un clavier japonais. Une autre fois, toujours au Japon, je rentrais de la gare vers minuit. J'avais déjà emprunté ce chemin de nombreuses fois et je ne m'étais jamais senti en danger, le Japon étant un pays très sûr, calme et paisible la nuit, du moins autour de la base militaire. Ce soir-là, les panneaux et affiches n'étaient pas à leur place, certains avaient même disparu. Les bâtiments semblaient plus anciens, ou n'étaient pas là du tout. Tout avait changé. Les lampadaires paraissaient lointains, même lorsqu'ils se trouvaient juste devant moi, comme si un voile s'interposait entre eux et moi. J'ai vu des gens dehors, en train de faire des tâches domestiques, laver du linge, nettoyer un poisson sur une planche en bois à minuit. Personne ne faisait le moindre bruit. Je me suis presque mis à courir, persuadé qu'il n'était pas du monde des vivants. En m'approchant de la base, le voile s'est dissipé et tout est redevenu normal. C'était terrifiant et ça m'a profondément marqué. Je ne l'oublierai jamais. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.